chers amis. Chers amis, chers camarades, chers compatriotes, sympathisants, je vous salue solidairement. Nous sommes rassemblés ici pour différentes causes. Nous avons d'abord des gens qui luttent pour un environnement sain, pour un pays non pollué. Nous avons d'autres groupes qui luttent contre la dénationalisation des Dominicains d'origine haïtienne. Nous avons le comité d'action des personnes sans statut qui lutte contre les déportations de milliers d'Haïtiens et de Zimbabwéens. Et nous avons aussi des groupes qui exigent qu'on accueille les migrants du Moyen-Orient. Vous savez tous et toutes combien cette crise est énorme. Combien de gens souffrent? Combien de gens sont obligés de s'exiler pour chercher un ciel plus clément? J'aimerais aussi saluer les personnalités politiques qui sont ici présentes et qui sont venues soutenir l'une ou l'autre de ces causes ou toutes ces causes. Nous avons des représentants de différents partis politiques qui soutiennent en particulier la cause de nos compatriotes et des Zimbabwéens qui sont menacés de déportation. Nous les remercions d'être présents ici. Chers amis, chers compatriotes, j'aimerais vous faire un rappel très bref des actions menées par notre comité depuis le début de l'année. Nous avons en tout premier lieu envoyé une lettre au Premier ministre Harper qui nous a accusé de réception et qui a transmis cette lettre à son ministre Alexander. Et jusqu'ici, jusqu'au moment où je vous parle, aucune réponse de M. Harper. M. Harper fait le sourd. Est-ce qu'il est sourd, M. Harper? Il doit être sourd. Il doit être sourd, M. Harper. En plus, le Québec a demandé au gouvernement conservateur de M. Harper de prolonger le délai qui permettait aux personnes concernées par la levée du moratoire de faire une demande d'ordre humanitaire après la date butoir du 1er juin. Niet. M. Harper est resté inflexible, intraitable sur sa position. Est-ce que ce gouvernement-là défend les intérêts des Canadiens, des Québécois? Est-ce que ce gouvernement défend les intérêts des Québécois et des Canadiens qui sont sensibles au sort des migrants, qui sont sensibles au sort des réfugiés, qui sont sensibles au sort des gens qui ont dû fuir leur pays à cause d'un séisme qui a fait plus de 350 000 morts, à cause d'une crise politique au Zimbabwe? Est-ce que M. Harper est sensible? Non. Ensuite, pendant que je vous parle, le gouvernement envoie des lettres de refus à des gens et on les renvoie au catimini pour preuve. Avancez s'il vous plaît. Je vous présente une famille. M. Aristide,
sa femme Judith et leurs 3 enfants. L'un des enfants est aux États-Unis, l'autre est né au Royaume-Uni, et la dernière, Tamar, elle est née ici, citoyenne canadienne. Tamar, bonjour. Voici Tamar, une citoyenne canadienne. Depuis quand la loi permet de déporter des citoyens canadiens? Eh bien, cette famille a reçu une lettre de départ pour le 17 octobre. Les journalistes peuvent venir ici, voici la lettre. Toute la famille doit être déportée. Depuis quand on déporte les Canadiens? C'est cruel, c'est terrible. Et c'est pour ça que le comité d'action des personnes sans statut, dès le départ, a rejeté le cas par cas. Nous avions demandé une mesure globale et collective. Ces personnes sont d'origine haïtienne, mais ils ont la citoyenneté du Royaume-Uni. Ils ont une double citoyenneté. Autant que je sache, le Canada fait partie du Commonwealth. Pourquoi on déporte ces gens-là? Monsieur travaille, madame travaille durement pour élever ses 3 enfants. Vous voyez combien ces gens-là n'ont pas de cœur. Ces gens-là sont intraitables. Ils n'ont aucune pitié. Alors, chers amis, chers camarades, chers sympathisants, chers compatriotes, le cas de cette famille est entre vos mains. Aux mains des politiciens, aux mains de nous tous. Nous devons dire non aux déportations. Vous allez répéter avec moi, s'il vous plaît. En bas, arrêtez les déportations. En bas. En bas. Une fois encore, en bas. J'espère qu'il entend. Avant de terminer, je vais vous passer un des membres de notre comité qui fait partie de la coordination, M. Jean-Denis. Il va vous présenter un état de la situation de son statut. C'est un homme de terrain qui connaît bien ce dossier. Merci beaucoup, Jean-Denis. Bonsoir tout le monde. Alors on est là ce soir, cet après-midi, pour expliquer exactement ce qui se passe avec ce gouvernement qui continue à déporter les gens. D'après le ministre sortant de l'immigration, on a à peu près 15 à 20 000 personnes qu'on déporte par année au Canada. 15 à 20 000 personnes. Et si on se fie aux autres chiffres des organismes, on sait qu'il y a plus de 30 000 personnes qui sont déportées chaque année au Canada. 30 000 personnes, c'est à peu près 3 000 à 4 000 par mois. Et 3 000, ça veut dire c'est à peu près 100 personnes par jour. On déporte 100 personnes approximativement par jour. Et imaginez qu'on déporte ces gens-là, quelle que soit la raison. Vous avez vu cette famille-là, on va la déporter parce que tout simplement, elle a fait une demande, on n'a pas accepté, on continue à le faire, on va déporter. Depuis 1er décembre, on a levé le moratoire pour les ressortissants de Zimbabwe et d'Haïti. Depuis cette date-là, on a tout fait pour demander une mesure globale. Mais le gouvernement n'a pas procédé à cette mesure globale. Le gouvernement veut faire le cas par cas. Et aujourd'hui, on a des jeunes de la communauté du Zimbabwe et d'Haïti qui ont reçu les certificats de sélection du Québec. Malgré tout, au niveau fédéral, on n'a pas accepté leur dossier. Et très bientôt, ils vont recevoir des lettres de déportation. Les gens qui étaient au Canada, qui n'ont pas fait de demande d'asile avant le 1er décembre 2014, ils commencent à recevoir des lettres pour être déportés. Comment un gouvernement, pendant des élections, peut-il continuer à envoyer des lettres à ces gens-là?
Et je peux vous dire, lorsque ces gens-là vont à l'agence de services frontaliers, le bureau qui est sur Saint-Antoine, on leur donne 2 semaines ou 3 semaines, après ils doivent quitter. S'ils ne quittent pas, on met un mandat d'arrestation. Et à partir de là, à n'importe quel moment, la police peut les arrêter et puis finalement, on va les expulser. Ils ne pourront jamais retourner au Canada. Alors, est-ce qu'on peut accepter des choses comme ça? Qu'est-ce qu'on va faire le 19 octobre? Est-ce qu'on va continuer avec, imaginez un gouvernement pendant 10 ans qui envoie chaque année près de 30 000 personnes, ça fait presque 20 millions de personnes qui sont déportées avec M. Harper. Est-ce que c'est trop, ce n'est trop? Est-ce qu'on va continuer avec M. Harper de ce sens-là? Alors on vous invite, on vous dit, là on parle des gens de la communauté haïtienne et zimbabwéenne, mais il y a d'autres communautés de latinos qui sont régulièrement déportés. Alors ces gens-là, on a vu des cas, des gens qui sont citoyens, et par exemple leurs enfants sont citoyens canadiens, on leur demande de quitter. Pourquoi on dit que les parents, ils n'ont pas de statut? Et quand on parle aux fonctionnaires fédéraux, ils disent, c'est pas parce qu'on est canadien qu'on est obligé de vivre au Canada. Imaginez des choses comme ça. Les enfants, ils sont canadiens, mais ils sont obligés de partir. On a des enfants également qui sont ici, par exemple au Canada, qui ne peuvent pas aller à l'école parce que leurs parents n'ont pas de statut. Non seulement ces gens-là, ils souffrent, mais en même temps, avant un certain temps, on leur demande de quitter le pays. Est-ce que c'est normal? Non. Est-ce que c'est normal? Non. Qu'est-ce qu'on va dire à M. Harper? On ne veut pas les déportations, on ne veut pas ça. Alors tout ce qu'on dit aujourd'hui, il faut vraiment s'organiser pour empêcher à ces gens-là de retourner dans leur pays. Et on a vu dans le passé des gens qu'on a déportés, ils sont retournés chez eux, ils ont été torturés. On a beaucoup de cas comme ça. Alors on ne prend pas par exemple en considération leur demande et on les refuse. Et c'est pourquoi on doit s'organiser, on doit se mobiliser pour que le 19 octobre, on n'ait plus un gouvernement avec M. Harper. Il faut qu'on arrête les déportations. Il faut qu'on arrête ces déportations parce que c'est pas normal. On parle par exemple de plus en plus de personnes qui arrivent et puis des fois, même lorsqu'ils font des demandes d'asile, on dit que ce sont de faux demandeurs. On ne tient pas compte de ces gens-là. On a vu comment ce gouvernement a traité les dossiers des réfugiés. Encore cette semaine, on a vu que le bureau du Premier ministre a intervenu dans le dossier de traitement de demande d'asile pour ces gens-là. Est-ce qu'on peut accepter pareille chose? Est-ce qu'on peut accepter ça? Alors c'est à nous de nous organiser pour empêcher que ces choses-là arrivent. On dit non aux déportations, on ne veut pas de déportation, il faut que cela cesse. Est-ce qu'on va faire ça? Alors je vais vous passer... Merci, Jean-Denis. Aussi membre du comité d'action sans statut, des personnes sans statut. Je vais maintenant inviter Franck André, qui est porte-parole du comité d'action contre la décision 168-13 de la République dominicaine. Il va parler dans le fond de cette politique puis la situation d'apartheid qui se fait en ce moment en République dominicaine. Bon après-midi, bonjour. Chez nous, je suis d'origine haïtienne, alors chez nous, on dit pour se saluer, honneur, et vous répondez respect. Alors je vous dis honneur, honneur, merci. Merci pour tous ceux et celles qui sont encore avec nous cet après-midi, pour combattre des causes qui sont justes, des causes qui sont nobles. Nous avons présentement une situation en République dominicaine où plus de un quart de million de Dominicains, et c'est très important de comprendre, c'est un quart de million de Dominicains en République dominicaine depuis le 23 septembre 2013 ont été dénationalisés. Ce sont des gens qui ont perdu tous leurs droits civiques, qui ne peuvent pas aller à l'école, ne peuvent pas utiliser les soins de santé, ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas avoir de passeport, etc. Et pourquoi? Parce que leurs ancêtres, ils sont de descendance haïtienne. Et c'est une loi qui a été votée rétroactivement en 1929. Donc plus
de 1/4 million de Dominicains, parce que leurs parents sont d'origine haïtienne, sont aujourd'hui dénationalisés. Ils sont en train d'être déportés dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Ils ne parlent ni le français ni le créole. Ils n'ont pas forcément des parents pour les recevoir. On les reçoit sur des terrains vacants qui ont été déblayés et ils se bâtissent des petites tentes avec des bois qu'ils collectent et ils se font des camps de réfugiés. Des camps de réfugiés que j'appelle plutôt des camps de concentration. C'est une décision qui est la plus grave qui a été prise depuis la Deuxième Guerre mondiale suite au nazisme, quand ils ont dénationalisé les Juifs et les ont exterminés. Alors présentement, il y a un génocide humain qui est en train de se préparer en République dominicaine et en Haïti. Et pas plus tard qu'hier, il y a eu un autobus de militaires qui déportait justement des Dominicains vers Haïti et qui est tombé dans une ravine. Plus de 40 personnes étaient dans cet autobus et plus de 27 personnes sont blessées ou morts. Alors là, c'est les crises justement qui est en train de se préparer. Et nous, ici au Canada, on a un pouvoir. Nous avons des échanges économiques avec la République dominicaine. Nous leur fournissons des biens, nous leur fournissons des investissements. Nous avons, nous, individuellement, un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est de ne pas voyager en République dominicaine. Alors, notre comité vous demande, mesdames et messieurs, si vous avez un choix à faire de vacances, avertissez vos amis et choisissez de ne pas aller en République dominicaine, car le tourisme représente un grand pourcentage de leur PIB. Il faut que ça fasse mal ou ça fait mal. L'économie dominicaine doit souffrir de cette décision raciste unique qui est de dénationaliser des gens, des êtres humains qui se retrouvent désespérés, angoissés et dans des situations d'extrême urgence. So I'm asking you all to be part of the solution. Deportation is not an option in no countries. No one should be deported to anywhere. We currently have 3,200 of our Asian people here who are integrated. They are living people who are contributing to the economy. And because one picture of a young kid, unfortunate kid, on the beach, Canada is also opening the door for 10,000 people when 200 to 3,200 people who are integrated here are being deported. They are not terrorists. They are human beings. Look at them. Where are the kids? Where are they? I don't see terrorists in them. So make a statement October 19th. Make a strong statement that we in Canada, we want to become what we were known to be. A country that we are welcome, a country that has heart, a country that is known for the peaceful attitude. I don't see that Canada anymore. So thank you very much, and please, God bless you. Merci. Nous voulons inviter maintenant Mohamed Mahmoud, qui est un membre de la communauté syrienne qui vient de passer 2 ans en Alep et qui va nous parler un peu des réalités de le Moyen-Orient. On lui donne la bienvenue. Merci. Quand je me regarde et je touche la tête et je regarde M. Gendron ici, je vois qu'il n'y a pas de justice. Avant de commencer de parler de la Syrie, je veux juste faire une petite pensée aux femmes autochtones que les différents gouvernements canadiens refusent de leur accorder une dignité sous forme d'une enquête qui détermine qui a tué ou qui a travaillé pour la disparition de ces femmes. Alors qu'on a fait toute une histoire pour 70 femmes qui portent le niqab. Le drame des réfugiés syriens, c'est probablement le plus important dans l'histoire de l'humanité. On assiste impatiemment, ou impuissant plutôt, à un tsunami de gens qui quittent, non pas parce qu'ils ont envie de quitter, parce qu'ils fuient la mort. J'étais à Alep, qui est maintenant baptisée la ville la plus dangereuse au monde, où on assistait à ces barils explosifs, des barrel bombs, chaque matin à 8h moins 5.
Et voilà les barils qui tombent, les hélicoptères qui survolent, et puis ça bombarde. À l'époque, j'ai rapporté à la télévision japonaise, chaque baril équivalait à 1000 personnes qui quittaient la ville. Alep a reçu à peu près 1600 barils. C'est 1,5 million de personnes. La ville s'est vidée. Je suis parti appuyer la révolution et la révolution en Inde. Ceux qui se sont révoltés contre Assad. C'est lui qui tue les Syriens. C'est lui qui les pousse à partir. C'est lui le premier et le dernier responsable de ce qui se passe en Syrie. Les autres joueurs qui sont venus foutre la merde en Syrie, ils en font pas mal. Mais ISIS, c'est un petit tueur. Les islamistes qui ont volé la révolution syrienne, ce sont de petits tueurs. Ceux qui sont en train de tuer le peuple, ceux qui veulent que le peuple quitte le pays et qui se trouvent ailleurs sur les routes du pays à l'intérieur en tant que déplacés à l'intérieur ou réfugiés à l'extérieur, demandeurs d'asile ou tout simplement des gens sans statut, c'est tout simplement celui qui a tué au début. En Syrie, il y a une révolution contre une dictature. Je vous raconte une histoire qui est arrivée il y a 48 heures. Un photographe pour la télévision Alep Today. En mai 2014, sa fille de 8 ans, qui s'appelle Amal, ça veut dire espoir, jouait dans la rue avec sa petite amie de 8 ans aussi. Il y a une balle d'un sniper qui, d'une seule balle, a tué la première et a blessé la deuxième. Avant-hier, Sami, et c'est son prénom, est parti avec sa fille. Sami n'a pas de passeport. Il était prisonnier politique sous Assad. Donc il n'avait pas de passeport. Il a été trafiqué à travers les frontières syro-turques parce qu'il est interdit de passer. Il est allé jusqu'à Izmir en Turquie où il a payé un trafiquant qui l'a mis avec 39 autres personnes dans un panneau pneumatique de 6 mètres. Et comme personne ne savait conduire le pneumatique, ils ont demandé à Jean qui sait comment conduire des motos. Pendant 6 heures, je les ai suivis avec ma tablette et je les ai indiqué des points de passage à travers les eaux de la mer Égée pour arriver à une île en Turquie où les autorités, en Grèce, où les autorités grecques les ont conduits jusqu'à Athènes. Chaque soir, c'est ce que je fais à partir de Montréal. C'est une manière d'aider les gens. Un autre exemple, ma soeur est partie avec son fils de 11 ans. Okay? D'Alep à Damas, Turquie, Grèce, Croatie, Vienne, Germanie, Hollande, où elle est maintenant, séparée de son fils, chacun dans un camp de réfugiés. C'est la situation des réfugiés syriens. Ce ne sont pas des terroristes. Les terroristes maintenant s'en vont dans notre direction. So what I was saying in English, the trend now is to go to Syria actually. You won't find tourists within the Syrian refugees. They are fleeing death imposed to them by Syrian dictatorship, by a country that came currently to help this dictator, by Russia who by the days was a pro-people rights and who became under Putin a pro-terrorist, a pro-dictator state. If you can help Syrians, please do. They are nice people, and Canada, with this right honorable Prime Minister who imposed to his staff not to deal with these demands of refugees. Il a utilisé juste une clause qui lui permet en tant que Premier ministre d'arrêter le traitement des dossiers des réfugiés syriens. Alors, dans 2 semaines, vous avez ce qu'il vous reste à faire, chers citoyens. Merci. Merci beaucoup, M. Mahmoud. Alors, en ce moment, j'aimerais demander aux gens, si vous en avez, des masques ou un foulard, de vous couvrir, de mettre ça. Et de nous rappeler qu'en ce moment même, à Montréal, il y a des dizaines de milliers de personnes qui vivent ici sans papier, sans accès aux services de santé ou d'éducation pour les enfants, à nos banques alimentaires, sans recours contre les employeurs qui les exploitent ou des violences qui leur menacent. Ces personnes mènent leur vie avec courage et résilience malgré une précarité et un risque permanent d'arrestation et de déportation.
Ce masque est un geste symbolique en solidarité avec ceux et celles qui ne peuvent pas prendre la rue avec nous ou qui ne peuvent pas prendre la parole pour dénoncer publiquement les conditions et les injustices qu'ils subissent. Alors, j'aimerais juste inviter quelqu'un qui est parti d'une campagne pour une telle famille. Cette campagne s'appelle Ramon Daniel. C'est un jeune Mexicain qui... je vais laisser en fait la personne de la campagne parler elle-même de cette campagne. Alors, bienvenue à Maria, qui est une étudiante à 16 ans, qui est membre et voudrait exprimer sa solidarité avec la famille de Daniel. Oui, bonjour, je m'appelle Maria. Je suis membre de la campagne de Ramon Daniel. Daniel, ça fait déjà 1 an qu'il est déporté au Mexique, seul, sans sa famille. Il est arrêté devant l'école, dans une école de Montréal. Ok. Je soutiens cette campagne car je suis pas d'accord que vous déportez des gens sans leur famille. Là-bas, les pays latinos et tout, vous dites que c'est pas dangereux, mais c'est vraiment dangereux. Ça n'aime pas à quel point il y a la violence, la pauvreté dans leur pays. Puis aussi, il ne faut pas oublier aussi, il y a des enfants qui ne vont même pas à l'école parce qu'ils ont peur de se faire arrêter, des familles qui se cachent, qui ne donnent pas la face, qui travaillent sur la table. J'espère que Daniel va pouvoir revenir, s'il vous plaît, arrêter les déportations. C'est tout. Merci. Merci, Maria. OK. Alors, ça conclut les discours qu'on avait planifiés. On va procéder maintenant à la marche. Juste une petite annonce de la part de Solidarité sans frontières que nous tenons la semaine prochaine une conférence et un souper communautaire qui s'appelle Ouvrir les frontières. Ça fait partie de plusieurs événements qui s'organisent à travers le pays. Alors, on vous invite de venir samedi le 17 octobre à 13h. Ça va être ici, dans le fond, à 1500 de Maisonneuve-Ouest, bureau 204, la semaine prochaine. Alors, soyez là en grand nombre. On va marcher maintenant, on va marcher vers l'est, on va tourner à gauche. À l'ouest, ok. À l'ouest. On va marcher à l'ouest. Et ensuite, on va tourner à gauche, vers le sud. Vers l'ouest, et ensuite vers le sud. Attendez. Quelqu'un qui s'est à côté dessus pour... Réfugiés! Bienvenue! Réfugiés! Bienvenue! Réfugiés! Bienvenue! That's like, I remember riot cops waiting at the other end. Quel chat. On met la musique. Solidarité avec les réfugiés, avec les sans-papiers. 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 Alors, c'est un départ pour la marche contre les déportations. Quand je dis réfugiés, vous êtes bienvenus. Quand je dis refugees, you say welcome. Quand je dis refugiados, vous dites bienvenidos, ok? Réfugiés. Réfugiés. Réfugiés.
Réfugiés! Réfugiés! Solidarité avec les réfugiés, avec les sans-papiers. Solidarité avec les réfugiés, avec les sans-papiers. Solidarité avec les réfugiés, avec les sans-papiers. Personne n'est illégal. Personne n'est illégal. Personne n'est illégal. Alors, en prenant ces paroles pour rejeter le discours de l'État canadien qui se croit